κάτω στις δάφνες, κάτω στις άσπρες πικροδάφνες, κάτω στο αγκαθερό βράχο και η θάλασσα στα πόδια μας γυάλινη. Georges Séferis, 1900-1971. Là-bas dans les lauriers, là-bas dans les blancs enléandres, là-bas au rocher hérissé et la mer à nos pieds vitrifiés. Souviens-toi de la tunique que tu voyais s'ouvrir et glisser sur le corps nu et tomber autour des chevilles, inanimée. Si ce sommeil tombait ainsi parmi les lauriers des morts. Pour parler de Georges Séferis, poète universel bien sûr, mais poète enraciné dans la culture et le monde grec, nous avons pensé qu'il fallait le retrouver auprès de ceux qui continuent à vivre à ses côtés, c'est-à-dire ceux qui continuent à vivre dans la proximité de son œuvre. Nous en avons réuni quelques-uns à Paris, dans un coin du 14e arrondissement, en essayant de retrouver l'atmosphère chaleureuse d'un café ou d'une taverne d'Athènes. C'est donc une célébration sans pompe que nous proposons, le point de vue de quelques amis assemblés pour dire simplement comment ils ont hérité d'une parole magique. Des Grecs surtout. Yannis Mavroïdakos, Yannis Stovas, la comédienne Dido Likoudis qui, née en Éthiopie et vivant à Paris, a une connaissance très particulière, très intérieure d'un pays qui ne la quitte pas. Elle lira quelques textes majeurs de Séferis. 2 traducteurs, poètes, eux aussi, seront avec nous, Gilles Ortlieb et Michel Volkovitch. Nous entendrons bien sûr la voix de Georges Séferis, grâce aux archives de l'INA, Georges Séferis, qui s'exprimait parfaitement en français. Yannis Mavroïdakos, vous dirigez la revue Desmos, qui est une revue essentielle pour la culture grecque et qui en est à son 3e numéro. Et vous dirigez aussi la librairie grecque de Paris, qui s'appelle également Desmos, le lien, n'est-ce pas, en grec. Et j'aimerais savoir, puisque vous avez pratiquement toute la littérature grecque à votre disposition dans cette librairie et à la disposition du public, si l'on vient souvent vous chercher des œuvres de Georges Séferis. Oui, la librairie existe maintenant depuis 18 ans et chaque année qui passe, la connaissance de Séferis en France s'est fait plus grande. Il y a eu aussi des personnes qui sont venues et qui ont cherché pratiquement toutes les œuvres traduites de Séferis en français et j'ai rencontré même des personnes qui se sont mis à apprendre le grec pour pouvoir lire quelques poèmes en grec dans les textes de Séferis. Et aussi, de mon côté, quand je me trouve face à un client dans ma librairie qui cherche un guide, souvent sur la Grèce ou un livre qui va accompagner ses vacances, et qui souvent c'est un roman d'un auteur grec traduit en français, j'essaie de persuader les clients donc, de ma librairie d'acheter aussi la poésie de Séferis. Et pour mon 3e numéro de la revue Les Liens que vous aviez gentiment présenté, il y a un chapitre qui s'appelle La Grèce revisitée. Dans ce chapitre du 3e numéro, le sujet est l'île de Santorin. Et donc, avec un texte qui est écrit par un auteur d'aujourd'hui, qui est Antonis Georgakis, j'ai pensé inévitable de republier les poèmes de Séferis Santorin, qui est un poème formidable. Santorin. Penche-toi, si tu le peux, sur la mer obscure, oubliant le son d'une flûte sur des pieds nus qui parcoururent ton sommeil dans l'autre vie, l'engloutit. Sur ton dernier coquillage, écris, si tu le peux, le jour, le nom, le lieu, et jette-le dans la mer, qu'il y disparaisse. Nous nous sommes retrouvés nus sur la pierre ponce, regardant les îles nées des flots, regardant les îles rouges s'abîmer dans leur sommeil, dans notre sommeil. Nous nous sommes retrouvés nus, ici, inclinant la balance vers l'injustice. Talent de la vigueur, vouloir sans faille, amour lucide, desseins qui mûrissent au soleil de midi, voix du destin au bruit de la jeune paume frappant l'épaule, en ce pays qui s'est brisé, qui ne résiste plus, en ce pays qui jadis fut le nôtre, rouille et cendre,
Les îles s'engloutissent. Yanis Mavroïdakos, l'hellénisme, je crois que Séféris revendiquait, c'était un hellénisme qui partait du début, je veux dire, jusqu'à l'époque présente, jusqu'à son époque à lui. Et on raconte justement qu'il avait été assez blessé, jeune homme, il avait 25 ou 26 ans, je ne sais plus. Il avait rencontré Édouard Herriot qui lui avait dit qu'il ne s'intéressait à la Grèce que jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors que pour lui, la Grèce était évidemment toujours une matière intensément vivante. Tout à fait, je crois ça fait partie d'un texte d'ailleurs qui est publié par Denis Colère, qui est un des grands, disons, spécialistes de Séféris à France. Et c'est une conférence qui Séféris a prononcée soit en Alexandrie, soit au Caire, et au moment de l'occupation allemande en Grèce. Et c'était une conférence en français. Et là, dedans, il disait qu'effectivement, on peut pas, si on voit la civilisation comme quelque chose de vivant, on peut pas les fragmenter comme ça. Donc, si on admet que la Grèce a une civilisation, il faudrait voir un tout. Et on peut pas dire une époque, une autre époque, une autre époque. Donc, dans sa manière de voir la Grèce, dans son hellénisme séféris, c'est un hellénisme qui est culturel, qui n'est pas du tout des races, qui n'est pas du tout une continuité du sang, mais qui c'est comme toute culture, c'est une culture qui reste toujours vivante, et étant vivante, on ne peut pas la fragmenter, il faut les voir comme un tout. Hôtel détruit, amis oubliés, feuilles de palmier dans la boue. Laisse, si tu le peux, tes mains voyager en cet angle du temps sur le bateau qui toucha l'horizon. Quand le dé frappa l'air, quand la lance frappa la cuirasse, quand l'œil reconnut l'étranger et se tarit l'amour en des âmes percées. Quand tu regardes alentour et que tu trouves partout les pieds fauchés, partout les mains inertes, partout les yeux obscurcis. Quand il ne reste plus rien à choisir, pas même la mort que tu désirais tienne, en écoutant quelques grands cris, le cri même du loup, tondu. Laisse tes mains voyager si tu le peux, détache-toi du temps trompeur et sombre, comme sombre celui qui porte les grandes pierres. La traduction grecque, au fond, elle est extrêmement longue. Si vous comparez, si vous prenez la distance qu'il y a entre la chanson de Roland et Paul Claudel, disons, quelqu'un de moderne, et vous tâchez de voir combien de fois ça fait, ça entre dans le volume de la traduction grecque, vous verrez qu'il est énorme. Alors le grand danger est que ce soit tous ces intérêts, tragédie, épos, n'est-ce pas, poésie épique, etc., ne soient pas tout à fait scolaires et littéraires, archéologiques. Or, la question est de savoir ce qui est vivant au point de vue sentiment vrai en vous-même, n'est-ce pas? Ce qui vit, ce qui vous donne quelque chose de vrai, qui ajoute quelque chose de vrai à votre conception. Or, par exemple, Homère a été maintenu dans ma vie. Pas parce que je l'ai appris à l'école, mais parce que ça a commencé d'une manière assez drôle par lui-même à vivre en moi. De nouveau, Socrate. Et ce que j'ai distingué et que j'ai toujours maintenu dans mon esprit, c'était l'apologie de Socrate dans Platon. Je sais pas, et ça me donnait une idée de justice, cela aussi. Et peut-être parce que j'ai vécu dans la période de la justice que j'avais besoin de cela. Dans la période de l'injustice. De l'injustice. Exactement. À l'époque où Séféris commence, aux années 30, à être importante, sa poésie à être importante, il y a un autre Séféris qui s'arrête et qui meurt, d'ailleurs, qui est Cavafy. Et dans Cavafy, un poème extraordinaire qui est très connu, c'est le poème Ithaque, où il dit, il nous pousse à voyager un peu comme Ulysse et pour apprendre 1000 choses à travers les 1000 ports qu'on va visiter. Donc la mer, c'est Cavafy, à travers ses poèmes Ithaque, c'est un appel à l'aventure, à la connaissance. C'est fait souvent la mer
qui enveloppe la Grèce est senti comme un appel, comme une ouverture, mais en même temps aussi comme un danger. Et un véritable danger. C'est peut-être visible tout au début de sa poésie jusqu'au moment d'un poème qui est La Grive, où il parle... il met dans ses poèmes souvent un vers d'Agamemnon d'Eschyle, où c'est à peu près, je cite de mémoire, la mer, qui peut la tarir. Donc, personne ne peut tarir la mer, d'où il vient le bien, mais d'où aussi il y a un danger. Et il dit que de ces fenêtres donc grandes ouvertes à la mer, il voit la lumière qui va absorber quelque part la mer, c'est-à-dire ces dangers qui nous viennent de la mer, la lumière va nous aider à les vaincre. Je pense aussi à une phrase du journal de 45. Bien sûr, il y a toutes nos épreuves insupportables, écrasantes, tout ce qu'on voudra, mais quand je sors, que je vois la lumière sans personne, alors je suis dans une totale ivresse, complètement saoul de ce pays, un vrai clochard hébété. Et alors là, ça nous donne une idée aussi de Séféris, poète tout à fait merveilleuse, dans la mesure où on peut imaginer qu'il a quand même eu une carrière, disons, de grand bourgeois, une carrière malgré tout de grand diplomate, même s'il a traversé des périodes très difficiles dans son métier. Mais il y a quand même cette nudité, au fond, qui est toujours en lui et qu'il s'efforce d'exprimer au plus près de cette sensation, justement, non ? Comme parmi un de ces derniers, je crois, poèmes qui est dans les 3 poèmes secrets, les poèmes où il parle du pain plein de la résine, où en plein midi, par une chaleur extraordinaire, ne désire qu'une chose, donner la flamme. Vous voyez, c'est des images extraordinaires. Dans ce même poème, il dit comme le soleil tape les tiers du rose sans feuilles. Vous pouvez imaginer chaque fois que je lis ces poèmes, j'imagine les parfums qui doivent sortir d'une rose tapée comme ça par le soleil, où ça m'enivre. Σπίτια που είχα μου τα πήραν. Έτυχε να είναι τα χρόνια δύσεχτα, πολέμοι, χαλασμοί, ξενιτεμοί. Κάποτε ο κυνηγός βρίσκει τα διαβατάρικα πουλιά, κάποτε δεν τα βρίσκει. Το κυνήγι ήταν καλό στα χρόνια μου. Πήραν πολλούς τα σκάλια. Οι άλλοι γυρίζουν. La maison près de la mer. Les maisons que j'avais, on me les a prises. Il se trouva que les années furent néfastes. Guerre, ravages, exil. Parfois le chasseur atteint les oiseaux de passage, parfois il ne les atteint pas. La chasse fut bonne en ce temps-là. Beaucoup furent touchés par les plombs, les autres errent sans répit ou deviennent fous dans les abris. Ne me parle pas du rossignol, ni de l'alouette, ni du petit hoche-queue traçant des chiffres dans la lumière avec sa queue. Je ne sais pas grand-chose des maisons, je sais qu'elles ont leur caractère, voilà tout. Neuves au début, comme les petits enfants qui jouent dans les jardins avec les franges du soleil, elles brodent des persiennes de couleur et des portes étincelantes sur le jour. Quand l'architecte a fini, elles s'altèrent, elles se rident ou sourient, ou encore s'irritent de ceux qui sont restés, de ceux qui sont partis, et de ceux qui reviendraient s'ils le pouvaient, ou qui ont disparu, maintenant que le monde est devenu immense hôtellerie. Séféris, votre voyage a commencé à vous porter loin, même avant que vous ne fussiez ambassadeur. Avant que je ne fusse ambassadeur, vous entendez pendant mon enfance? Oui. Oui, évidemment, puisque nous avons quitté Smyrne, n'est-ce pas, et la vie que nous avions là, que nous avons été déracinés. Nous sommes venus à Athènes en 1914. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez exactement que je raconte? J'ai quitté Smyrne, l'Asie mineure, très jeune. Et puis, j'ai quitté la Grèce pour aller étudier à Paris quand j'avais 18 ans. Et vous êtes resté à Paris? Je suis resté à Paris pendant 6 ans pour mes études. C'était des études de droit. Il y avait une tradition de droit dans la famille. Mon père était professeur de droit international. Et cela m'a mené
assez inopinément, je pense, à entrer au ministère des Affaires étrangères, étant donné que je ne voulais pas devenir avocat. Je ne le regrette pas, parce que la poésie ne nourrit pas son homme, et il faut tout de même faire quelque chose d'autre que la poésie. Il faut laisser le travail poétique se développer d'une certaine manière qui lui est propre. Oui, j'ai voyagé beaucoup, j'ai commencé par servir à Londres, et puis j'ai fini, c'est assez curieux, j'ai eu une carrière assez monotone, à Londres de nouveau. C'était mon dernier poste et mon premier poste, Londres. Et vous aimez Londres? Oui, assez. Il y a quelque chose qui manque de forme, si vous voulez, mais qui est suggestif au point de vue, d'une manière musicale, je pourrais dire. Que veulent donc ceux qui se croient à Athènes ou au Pirée? L'un vient de Salamine et demande à l'autre s'il ne viendrait pas de la place Monia. Non, je viens de la place Sindarma, répond-il satisfait. J'ai rencontré Yannis et il m'a payé une glace. Pendant ce temps, la Grèce voyage et nous n'en savons rien. Nous ne savons pas que tous nous sommes marins sans emploi et nous ne savons pas combien le port est amer quand tous les bateaux sont partis. Où que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. Drôles de gens, ils se croient en Attique et ne sont nulle part. Ils achètent des dragées pour se marier et ils se font photographier. L'homme que j'ai vu aujourd'hui, assis devant un fond de pigeons et de fleurs, laissait la main du vieux photographe, lui lissait les rides creusées sur son visage par les oiseaux du ciel. Où que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. Pendant ce temps, la Grèce voyage toujours. Et si la mer Égée se fleurit de cadavres, ce sont les corps de ceux qui voulurent attraper à la nage le grand navire. Où que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. Le Pirée s'obscurcit. Les bateaux sifflent. Ils sifflent sans arrêt. Mais sur le quai, nul cabestan ne bouge. Nulle chaîne mouillée n'a scintillé dans l'ultime éclat du soleil qui décline. Oh, que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. Rideau de montagne, archipel, granit dénudé. Le bateau qui s'avance s'appelle Agonie. Mélina Mercouri en récital à Paris. C'était les années les plus importantes pour moi, les années que j'ai passées à Paris. J'étais assez perdu à Paris, je dois dire, n'est-ce pas? Vous imaginez un jeune homme étranger assez timide, qui avait un grand respect pour certaines choses et qui désirait certaines choses d'une manière démesurée, je pourrais dire, s'exprimer, ce qui est très difficile, et combiner, si vous voulez, ou bien pouvoir gagner, si vous voulez, de Paris ce que la France aurait pu lui enseigner, tout en maintenant son aspect grec. Yannis Stavas, vous êtes un fervent lecteur de Georges Séféris, mais vous êtes surtout un jeune diplomate comme le fut Georges Séféris, et c'est pourquoi vous vous êtes penché sur la carrière diplomatique de Séféris. Séféris viendra pour la première fois à Paris en 1917 et il commence à étudier le droit à Paris. Ensuite, il part à Londres où il passe aussi quelques temps. Et quand il revient à Athènes, nous sommes déjà en 1925.
Et déjà, la catastrophe, ce que les Grecs considèrent comme la catastrophe d'Asie mineure et qui a marqué toute l'histoire du pays, était déjà en fait révolue. Alors, Séféris rentre en Grèce en 25, ensuite il passe le concours du ministère en 26 et il devient attaché, donc il commence sa carrière diplomatique. Et le fait qu'il fût diplomate, c'est en fait complètement accessoire. Et je pense qu'il était diplomate à contre-cœur. D'après les témoignages que nous avons et certains passages dans son journal, il n'aimait pas beaucoup le rôle du diplomate, surtout parce qu'il y avait des problèmes avec plusieurs personnes qui à l'époque avaient le pouvoir dans le ministère des Affaires étrangères grec. Et la carrière de Séféris dans le ministère n'a pas été brillante. On peut peut-être commencer par rappeler que l'immense majorité des avancements de Séféris se faisait par ancienneté, non pas par mérite. Et que si vers la fin de sa carrière, il a eu 2 postes d'ambassadeur, le premier à Beyrouth en 1953 et le deuxième à Londres, ça c'est peut-être dû aux influences politiques du mari de sa sœur, Constantin Tsatsos, qui deviendra par la suite président de la République grecque et qui était devenu ministre de Karamanlis à l'époque et qui a joué un rôle pour sa nomination à Londres. Il est envoyé en 1930 ou en 1931 et il reste à Londres 3 ans, ensuite il rentre à Athènes et il repart à Korçë, Koritsa, qui est une ville de l'Albanie du Sud, où il est le directeur du consulat grec, sans avoir le titre du consul général. Il reste 1 année à Korçë, ensuite il rentre à Athènes, c'est déjà la dictature de Métaxas, et il est nommé au service de presse de la dictature. C'est une nomination qui n'a pas été voulue, bien sûr, mais comme il est fonctionnaire de l'État, il a été affecté à ce service. Et donc, il faut dire quand même que Métaxas et surtout les gens qui sont autour de lui détestent Séféris. Cela dit, il accepte quand même ce poste, il ne démissionne pas. Il accepte ce poste parce qu'il n'y a pas moyen de refuser. Et Séféris est chargé de la presse étrangère. Et il voit très souvent les correspondants des journaux de la presse étrangère à Athènes. Si on suit le journal de Séféris, on voit très bien qu'il déteste la dictature, qu'il n'est pas du tout partisan de la dictature, loin de là. Mais il est, comme il connaît très bien les langues, il est dans ce poste à contre-cœur pendant toute sa carrière diplomatique d'ailleurs. Il n'aimait pas très bien ce qu'il faisait. C'est d'ailleurs le reproche qu'on lui fera au ministère, plusieurs fois, quand on trouvera prétexte pour ne pas le faire avancer par mérite. D'abord, traumatisme Asie mineure, ensuite vénizélisme. L'immense majorité des réfugiés sont vénizélistes, son père aussi. Le clivage politique majeur, la division politique majeure dans la Grèce au début du siècle, c'était entre les partisans du roi, les royalistes, et les partisans du premier ministre de l'époque, Vénizélos. Et alors, ce clivage-là a défini et a marqué l'histoire de la Grèce moderne, parce qu'il y avait 2 camps opposés pendant tout l'entre-deux-guerres, entre vénizélistes d'un côté qui étaient des libéraux, en quelque sorte progressistes, et le royaliste de l'autre côté qui était plutôt conservateur, populiste. Séféris est un vénizéliste invétéré au moment où, dans tout le ministère grec des Affaires étrangères, les gens qui dirigent ce ministère sont des gens de droite très conservateurs, parfois fascisants. Et puis il y a la guerre, c'est une chose évidemment très importante que Séféris, avec une lucidité tout à fait exceptionnelle, voit très bien vers quelle catastrophe on se dirige, on le voit ça dans le journal. Mais donc là c'est une période aussi extrêmement cruciale et cruelle pour lui. Pendant la guerre, Séféris suit le gouvernement grec à l'exil. Donc il part avec le gouvernement de Tsoudaïos en Égypte, ensuite je crois il est parti aussi en Afrique du Sud, et il est très proche d'un homme politique de l'époque qui est de gauche libérale qui s'appelle Kartalis. Et son affinité politique avec Kartalis va la payer très cher par la suite, parce qu'au moment de la libération,
c'est l'extrême droite, appelons ça comme ça, qui va diriger le pays. Et alors, en 1947, par exemple, 48, Seferis, à l'âge de 48 ans, il est seulement secrétaire d'ambassade, alors que les gens de sa promotion sont déjà conseillers, au moins conseillers. Mais justement, il s'intéresse quand même de très près à la politique et surtout, évidemment, à cette période, alors après la guerre mondiale, quand il y a évidemment la guerre civile en Grèce. Et pour lui, là, c'est, comme je suppose pour la plupart des Grecs, mais c'est un drame majeur et peut-être le drame le plus fort qu'il ait vécu. Il y a un poème de Seferis, un prémonitoire, dans lequel il parle de la guerre civile qui va arriver quelques années plus tard. C'est un poème qui s'appelle « Le dernier arrêt ». Il est écrit au moment où le gouvernement grec quitte l'Italie pour venir à Athènes au moment de la libération, au mois d'octobre. Il est écrit dans un petit village italien qui s'appelle Cava dei Tirreni. Et dans la dernière partie du poème, c'est comme il annonce de façon prémonitoire la guerre civile qui suivra avec les morts. C'est le poème dans lequel il dit une forêt d'amis assassinés. Oui, c'est un poème qui... En fait, c'est la guerre civile qui va arriver. Donc, je pense que Seferis a vécu la guerre civile et son traumatisme avant même qu'il n'arrive dans la réalité. En 57, je crois, Seferis est nommé ambassadeur à Londres. Quand il arrive à Londres, c'est déjà le problème, la question de Chypre, la question chypriote, se trouve en pleine ébullition aussi. Il y a une guerre que les Britanniques qualifient de terroriste, mais en fait c'est une guerre de libération dans l'île de Chypre. Seferis est partie prenante pour les patriotes chypriotes. Il avait connu Chypre quand il était à Beyrouth. Il faisait des voyages très souvent en Chypre, d'où ses poèmes, plusieurs poèmes sur Chypre. C'est une île qu'il adore vraiment. Il connaît très bien Makarios, l'archevêque de Chypre, dont il est l'ami. Et quand il part à Londres, on dit qu'il a été envoyé à ce poste par le ministre de l'époque, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Averrof, pour faire plaisir à Makarios, à l'archevêque de Chypre à l'époque. Et Londres est une capitale cruciale et stratégique pour la Grèce parce que la Grande-Bretagne, c'est le pays colonisateur de Chypre. Donc quand on envoie quelqu'un, un ambassadeur grec, à Londres en 1957, en pleine guerre à Chypre, cela signifie quelque chose, que cet ambassadeur a du poids. Alors, Seferis passera 2 ans à négocier l'affaire chypriote à Londres. Il voit très souvent Karamanlis et Averrof, mais il prend ses distances quand la Grèce va signer les accords de Zurich et qui donnent l'indépendance à l'île de Chypre et que Chypre devient un pays indépendant. Il sera mis à l'écart un peu par les hommes politiques de l'époque. Il veut être rapatrié à Athènes. Il fait plusieurs demandes pour qu'il soit rapatrié à Athènes parce qu'il n'a pas envie de participer à ce jeu de compromis et de compromission qui est très peu clair. Il parle dans une partie de son journal qui n'a pas encore été publié mais qui va être publié prochainement par Alexandros Xyris. Il parle avec beaucoup de détails sur le problème chypriote et comment il a vécu ce problème chypriote dans son poste de Londres. Et vous voyez que c'est vraiment quelqu'un qui est désespéré par l'évolution, par le cours des choses, par le cours de l'histoire de Chypre. Quand il a reçu le prix Nobel en 1963, je crois qu'il était à la disponibilité du ministre. Il n'était pas actif comme diplomate. C'était vraiment la grande consécration. Mais pour dire toute la vérité, quand il est allé à Stockholm pour le prix Nobel, et quand il est revenu à Stockholm avec le prix Nobel, aucun officiel grec n'était à l'aéroport. Et un autre détail, il aura le droit, après 1964, de porter le titre d'ambassadeur de Grèce. C'est un titre honorifique. Quand on part à la retraite, on est ambassadeur de Grèce comme un titre honorifique. Ce titre sera retiré en 1969 par la dictature, quand il fera la déclaration, la fameuse déclaration contre la dictature. Θεατρίνη μη αλφα,
Στείνουμε θέατρα και τα χαρνούμε όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε. Στείνουμε θέατρα και σκηνικά. Michel Volkovitch, vous allez maintenant nous lire votre traduction des Chats de Saint-Nicolas, qui est le dernier poème, je crois que Séféris est publié de son vivant, donc. On voit le cap au chat, me dit le commandant, montrant une terre basse dans la brume, rivage vide au jour de Noël. Et c'est au ponant vers le large que la vague fit naître Aphrodite. On appelle ce lieu la pierre du grec. 3/8 à gauche. La chatte que j'ai perdue l'an dernier avait les yeux de Salomé, et Ramadan, comme il regardait la mort en face, des jours entiers dans la neige de l'Orient, au soleil glacé, en face, des jours entiers, le petit Dieu lard. Voyageur, ne t'arrête pas. 3/8 à gauche, marmonna l'homme de bar. Mon ami dresserait l'oreille sans doute, à présent débarqué, reclus, dans une petite maison pleine d'icônes, cherchant des fenêtres derrière les images. La cloche du bateau sonna, comme une pièce d'or de cité disparue, et fit revivre en tombant des aumônes d'autrefois. Bizarre, poursuivit le commandant. Cette cloche, un jour pareil, m'en rappelle une autre du monastère. Un moine racontait l'histoire, un rêveur à demi fou. Du temps de la grande sécheresse, 40 années sans pluie, l'île entière fut dévastée. Les gens mouraient, les serpents grouillaient. Des millions de serpents sur cette pointe, gros comme la jambe d'un homme et venimeux. Le monastère de Saint-Nicolas était alors aux mains des moines de Saint-Basile qui ne pouvaient ni travailler aux champs, ni paître leurs troupeaux. Ils furent sauvés par les chats qu'ils nourrirent. À l'aube sonnait une cloche, et ils partaient en bande au combat. Toute la journée, ils se battaient jusqu'à l'heure où l'on sonnait le repas du soir. Après manger, la cloche à nouveau, et ils repartaient la nuit, batailler. C'était merveille de les voir, dit-on, qui boiteux, qui tordus, le nez ou l'oreille perdue, la fourrure en lambeaux. Et c'est ainsi, au son des cloches, 4 fois par jour, que passèrent des mois, des années, des temps et des temps. Farouches et obstinés, blessés toujours, ils massacrèrent les serpents, mais pour finir, disparurent, tués par tout ce venin. Tel un navire coulé, ils n'ont rien laissé à la surface, ni son de cloche, ni miaulement. Gardez le cap. Que veux-tu, les pauvres, à force de se battre et boire jour et nuit, le sang venimeux des serpents. Des siècles, des générations empoisonnées. Gardez le cap, reprit l'homme de bar, indifférent. Dominique Grandmont. C'est un fait auquel beaucoup auront été sensibles qu'après le coup d'État de 1967, le prix Nobel Séféris n'ait publié, en guise de protestation, qu'un seul poème en tout et pour tout. Qui, d'ailleurs, dans les prisons les plus reculées, ne connaissait et ne comprenait ces vers du poème des Chats de Saint-Nicolas, ces chats chargés par les Lusignans de combattre, au Moyen-Âge, à Chypre, l'invasion des serpents empoisonnés. Des jours entiers dans la neige de l'Orient, au soleil glacé. Séféris, la dernière publication du vivant de Séféris sont les 3 poèmes secrets en 1966, donc une année avant l'arrivée des colonels, avant le coup d'État. Alors, 67, 68, jusqu'au mois de mars 69, Séféris vit cloîtré dans sa maison. Tout le monde sait qu'il est contre la dictature, parce qu'il a des contacts avec le mari de sa femme, Constantin Tsatsos, qui est un homme politique libéral, converti ensuite en karamanliste, collaborateur de Karamanlis. Tout le monde sait qu'il est contre les colonels. Au mois de mars 69, je crois, il fera sa déclaration, sa fameuse déclaration, qui est un texte admirable, dans lequel il exprime son opinion politique de façon très claire contre les colonels. C'est une prise de position, je crois, directe. Donc un poète comme Séféris et de sa génération, ce n'est pas un combattant qui mettra des bombes à la place de la Constitution à Athènes. Et c'est quelqu'un qui fera une déclaration
largement suffisante pour montrer ce qu'il pensait de la dictature. Et les obsèques de Séféris vont se transformer en une immense manifestation contre la dictature. Je crois il y avait des centaines de milliers d'Athéniens à l'occasion de sa mort. Et cela s'était vu et perçu par les journaux et par la presse internationale comme une manifestation contre la dictature des colonels. On nous disait, vous vaincrez si vous vous soumettez. Nous nous sommes soumis et nous avons trouvé la cendre. On nous disait, vous vaincrez si vous savez aimer. Nous avons aimé et nous avons trouvé la cendre. On nous disait, vous vaincrez quand vous aurez abandonné votre vie. Nous avons abandonné notre vie et nous avons trouvé la cendre. Il nous reste à retrouver notre vie maintenant que nous n'avons plus rien. Μέμνης ολουτρών εις ενοσφίστης. Ξύπνησα με το μαρμάρινο τούτο κεφάλι στα χέρια, που μου εξαντλεί τους αγκώνες και δεν ξέρω πού να τα κουμπίσω. Je me suis réveillé entre les mains cette tête de marbre qui épuise mes coudes et où dont la poserai-je. Elle tombait dans le rêve comme je sortais du rêve. Ainsi se sont jointes nos vies, et il serait très dur de les dissocier. Je regarde les yeux, ni ouverts, ni fermés. Je parle à la bouche qui sans cesse essaie de parler. Je soulève les pommettes qui ont percé la peau. Je n'en peux plus. Mes mains se perdent et me reviennent, mutilées. Μήτε νυχτά, μήτε κλειστά, μιλώ στο στόμα. Jean de Sailly. Γυρεύει να μιλήσει. Κρατώ τα μάγουλα που ξεπέρασαν το δέρμα. Δεν έχω άλλη δύναμη. Τα χέρια μου χάνονται και με πλησιάζουν. Ακροτηριασμένα. Ce que je voudrais insister surtout, ce n'est pas du tout de la poésie archéologique. C'est ça sur laquelle je veux insister. Ce n'est pas ainsi que je l'entends. Et, n'est-ce pas, son point de départ, c'est la vie que j'ai pu vivre. Évidemment, il faut qu'il y ait certaines choses, certaines images, n'est-ce pas, qui vous permettent de vous exprimer. Toujours, il y a des images. Quand vous dites, par exemple, c'est tellement beau, je me suis réveillée entre les mains cette tête de marbre qui épuise mes coudes. Et où donc la poserais-je? Elle tombait dans le rêve, comme je sortais du rêve. Ainsi se sont jointes nos vies, et il serait très dur de les dissocier. Il y a un point de coïncidence entre l'image et ce que je voulais exprimer. Mais l'important est, et c'est pour moi c'est très important, je n'ai jamais aimé la poésie abstraite. Et c'est pas ce qui m'a intéressé, c'est ce qui m'a permis de m'exprimer. Ça a été en mentionnant les choses qui tombaient sous mes sens d'une manière immédiate. Or, je me suis trouvé à vivre dans ce pays où il y a des statues, où il y a des colonnes brisées, où il y a des masques, où il y a des tas de choses, des pierres. Même, je me rappelle en ce moment, un écrivain français assez important qui est venu en Grèce et en quittant par le Pirée à ce moment, il a dit à son compagnon, vous savez, j'ai assez de ce tas de pierres. Nous ne pouvions pas dire la même chose puisque nous n'avions que ça. Qui a dit ça? Vous ne le direz pas? Si, je tâcherai de me rappeler. Le problème pour un écrivain n'est pas ce qui influe sur lui, parce que c'est assez mécanique. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de quoi un écrivain est fait. Or, pour commencer par le commencement, j'ai été fait par mon père et par ma mère. Excusez-moi de commencer comme ça. Mon père aimait la poésie. Ma mère, c'était une femme extraordinairement bonne, n'est-ce pas? Quand je pense à elle, pour vous donner un terme de référence, je penserais plutôt à cette ballade, je crois. C'est une ballade, ce que François Villon a écrit pour sa mère. Et puis, n'est-ce pas, c'était des gens pas trop intellectuels au commencement de mon enfance. C'était des gens de la mer, des champs, là où nous étions, c'était tout à fait la campagne.
C'est un petit village qui comportait à peu près une centaine d'âmes. Mais c'était une famille, ce qui donnait des contacts, comment vous dirais-je. Et puis nous sommes partis, nous sommes venus à la grande ville, ici. Les influences courantes, ce que l'on écrivait, ce que l'on faisait autour de moi, n'est-ce pas? Ce que l'on aimait, les réactions que l'on avait, ainsi de suite. On est fait de tout cela. Après, j'ai quitté pour aller à Paris, n'est-ce pas? En allant à Paris, j'ai commencé, au point de vue strictement littéraire, à étudier la période symboliste, n'est-ce pas? Et c'est très curieux, c'était Jean Moréas qui m'avait donné l'occasion, parce qu'on m'avait demandé de faire une conférence, j'avais 20 ans, de faire une conférence sur Jean Moréas. Alors cela m'a donné l'occasion d'étudier toute la période, cette période. Jean Moréas, il faut le rappeler, était grec. Il était grec, il s'appelait Papadiamandopoulos. Et il a écrit ses premières poésies et ses critiques en grec. Oui. J'ai les dans ma bibliothèque, je vous montrerai. Alors c'est comme ça, et puis je suis entré dans le mouvement moderne. J'ai suivi le mouvement moderne avec beaucoup d'intérêt. Imaginez, n'est-ce pas, c'était l'époque où il y avait le prix Goncourt à Marcel Proust. Il y avait André Gide, qui m'a appris beaucoup d'ailleurs. Il y avait avant, n'est-ce pas, des gens comme Jules Laforgue, qui m'ont beaucoup intéressé aussi. Il y avait Giraudoux qui venait de sortir à ce moment, à peu près, n'est-ce pas? Il venait d'être connu. Il y avait Jean Cocteau, il y avait des tas de gens, n'est-ce pas? C'était une drôle d'époque, pleine de recherches, n'est-ce pas? Il faut penser qu'il y a eu la période Dada, c'était l'époque Dada, et puis il y avait aussi le futurisme encore était vivant. Je me rappelle, j'ai assisté aux Champs-Élysées à une soirée où il y avait Marinetti qui faisait jouer ses bruiteurs, comme il les appelait, c'était une musique futuriste, et les Dada qui réagissaient dans le balcon en chantant Gloire immortelle de nos aïeux. C'était une chose assez vivante. Alors ce qui me frappe quand même, c'est que vous n'avez pas mentionné ni Breton, ni les surréalistes. Je parle un peu d'une période un peu avant. C'est un peu après, n'est-ce pas, que le premier manifeste surréaliste paraît. C'est Breton, c'est Aragon, c'est Éluard, que j'ai connu d'ailleurs ici à Athènes, et ainsi de suite. Et tous ces gens-là, vous savez, qu'est-ce que vous voulez, dans la vie, l'équipage avec lequel nous naviguons, nous nourrit, qu'est-ce que vous voulez, il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais je oui, pense... alors, il y avait aussi Valéry, que j'ai oublié de mentionner, qui m'intéressait beaucoup, parce qu'il mettait un peu d'ordre dans un esprit assez échevelé, comme j'étais, je suppose, moi-même. S'il a passé des années de sa vie à Paris à lire Paul Valéry, et il a fait des traductions de Paul Valéry, et c'était pour mieux pouvoir ensuite rentrer en Grèce et mieux pouvoir parler le grec et l'écrire. Donc ce n'est pas le janissaire qui a renié ses origines, mais c'est le type qui a conquis la langue grecque à travers son passage à l'Occident. Il est devenu plus grec en quelque sorte, ou plus hellène, en passant par l'Occident. Si l'on peut penser que le 1920, l'époque de sa première jeunesse, c'est vraiment le surréalisme, l'explosion justement de formes qui commence à se briser, lui, il met vraiment là un frein énorme à ça. Il veut au contraire construire sa langue et non pas la faire éclater. Seferis, qui vit à Paris dans les années 20, ne participe pas comme Embirikos à la même époque au mouvement surréaliste, Éluard et tous les écrivains et poètes français de l'époque, peut-être parce qu'il a le souci de la construction et non de l'éclatement de sa langue, en fait. Comme peut-être il considère que l'évolution de la langue grecque et de la poésie, de la littérature grecque, n'est pas exactement au même niveau que la langue ou la littérature française. Il veut d'abord faire autre chose dans sa langue. Par exemple, quand il écrit un grand poème, enfin il y a plusieurs poèmes, un recueil de poèmes, disons ça, appelons ça comme ça, qui s'appelle Mythistórημα, donc ça s'est traduit en français légendaire, il fonde quelque chose qu'on pourrait appeler la poésie grecque moderne, qui n'est pas une poésie surréaliste. Il y a des poètes surréalistes en Grèce. Il y a, par exemple, Élitis aussi a passé par une espèce de surréalisme, parce que lui aussi, il était à Paris à cette époque-là, ou Embirikos. Le souci de Seferis, c'est de faire autre chose, de faire l'équivalent de La Terre vaine de T.S. Eliot. Et il a réussi, je crois,
de façon merveilleuse et admirable avec Mephistolim, avec ce poème-là, qui marque... c'est un recueil, il y a, je crois, 24 poèmes. Donc il faut souligner cette importance de... Il traduit, je crois, en 1936 La Terre vaine, et lui, il écrit Mephistolim en 1935. Il y a concomitance aussi temporelle. Son premier recueil, Strophi de 1931, était très novateur pour l'époque. Je veux dire, il était en rupture totale avec ce qui s'écrivait à l'époque, et c'était peut-être pas moins courageux de publier ce genre de poésie que d'aller musarder du côté du surréalisme. Et c'était... oui. Quand Seferis commence à écrire, dans les années 30, c'est une rupture. Ce n'est pas le surréalisme, parce qu'il y a d'autres ruptures qui peuvent se faire en dehors du surréalisme. Ο βασιλιάς της Ασσίνης, ασύνηντε Ηλιάδα. Κοιτάξαμε όλο το πρωί γύρω το κάστρο, αρχίζοντας από το μέρος του ίσιου, εκεί που η θάλασσα πράσινη και χωρίς ένα λαμπί, το στήθος σκοτωμένο παγωνιού μας δέχτηκε όπως ο καιρός, χωρίς κανένα χάσμα. Le roi d'Aziné, un vide sous le masque, qui ne nous quitte plus, derrière un nom, et Aziné, et ses enfants, statues, et ses désirs en vol d'oiseaux élevant dans les béances de ses pensées, et ses navires mouillés dans un port disparu. Un vide sous le masque. Derrière les vastes yeux, les lèvres incurvées, les boucles incisées sur le couvercle d'or de notre vie, un point obscur cheminant comme un poisson dans la paix du large et de l'aube, et tu le vois, un vide qui ne nous quitte plus. Et l'oiseau qui s'est envolé l'autre hiver, l'aile brisée, asile de la vie, et la jeune femme qui s'en alla jouer avec les canines de l'été, et l'âme qui cherche en piaillant le monde souterrain, et ce pays comme une grande feuille de platane qu'emporte le torrent du soleil avec les monuments anciens et la tristesse du présent. Le poète s'attarde à regarder les pierres et s'interroge, existe-t-il, parmi ces lignes déchiquetées, ces crêtes, ces pics, ces courbes et ces creux, existe-t-il, en ce lieu où se croisent les routes de la pluie, du vent et de l'usure, existe-t-il le mouvement du visage, la silhouette de la tendresse, de ceux qui ont diminué si étrangement dans notre vie, de ceux qui sont restés, ombre de vagues, pensées dans l'infini du large? Ou peut-être ne reste-t-il plus rien que le poids, la nostalgie du poids d'un être vivant, là où nous demeurons à présent, sans substance, ployés comme les branches du saule sinistre, tassés dans le long désespoir, tandis que le courant jaune charrie lentement dans la boue des joncs déracinés, image d'une face figée dans la résolution d'une amertume éternelle, le poète un vide. Le soleil porteur de boucliers montait en guerroyant, et du fond de la grotte, une chauve-souris effrayée se heurta la lumière comme la flèche au bouclier. Et Aziné, était-ce alors ce roi d'Aziné que sur l'acropole nous avons recherché avec une telle minutie, en effleurant de nos doigts, parfois, les pierres que lui-même put toucher? Gilles Ortlieb, vous êtes écrivain, poète, mais vous êtes aussi traducteur du grec. Vous avez traduit des poèmes de Cavafy et vous avez également traduit le seul roman qu'ait écrit Georges Séféris, qui s'appelle 6 nuits sur l'Acropole et qu'on trouve d'ailleurs en livre de poche dans votre traduction. Ce roman de Séféris date on peut dire, de ses écrits de jeunesse. J'ai retrouvé des notes dans son journal où il en parle. Il s'explique lui-même, daté de Beyrouth le 15 août 1954, commencé en 1926, poursuivi les années suivantes, abandonné vers 1930, parlant des 6 nuits sur l'Acropole. Deuxième écriture, Beyrouth, du 9 janvier au 15 août 1954. Le récit se fonde sur les années 25-27. Certains faits sont empruntés à une date ultérieure, mais rien qui soit postérieur à 1930. Les dates, les jours de la semaine et les lunes sont de 1928. La psychologie est celle des années 25-28. Cela posé, le roman pourrait être aussi bien jeté à la corbeille que devenir facilement, si j'avais le temps, un roman de 5 tomes. Donc ça décrit un peu le statut ambigu qu'il avait pour Séféris lui-même.
C'est pas non plus tout à fait son seul roman. Il y a deux tentatives. On lui connaît 2 tentatives. Un roman qu'il avait écrit dans les années 20, avant Les Signes sur l'Acropole, qu'il avait commencé à Londres, et les éléments d'un roman qui se passerait à Chypre, dont le titre Varnavas Karlostéphanos, mais dont il ne reste vraiment que des fragments qui ne sont pas traduits. Donc on peut penser que l'écriture romanesque l'a préoccupé un peu. En même temps, dans le cas des Signes sur l'Acropole, le roman est peut-être un peu abusif, c'est plutôt un récit ou une sottille à la façon de Gide ou un divertissement littéraire. C'est un livre un peu étrange, hors catégorie, je dirais. On peut y voir un roman à clé, certains personnages qui recouvrent des figures historiques de l'époque. Une bande, ils sont 6 ou 7. Signes sur l'Acropole, c'est une façon pour ces jeunes gens en quête de cohésion, pour reprendre l'expression qu'il y a dans le roman, se donnent rendez-vous à la pleine lune. À l'époque, on pouvait encore visiter l'Acropole à la pleine lune. Et c'est ces interactions sexuelles, sentimentales, littéraires, poétiques, entre ces 5-6 personnages qui donnent la matière du roman. Gilles Ortlieb, vous avez traduit des poèmes de Kavafis, vous avez traduit donc ce roman de Séféris, et entre ces 2 figures majeures de la poésie grecque, on sait par ailleurs que Séféris a écrit sur Kavafis, est-ce que vous voyez des rapports importants ou pas de rapport du tout? Il y a un premier écart chronologique, c'est-à-dire que Séféris accède à la maturité à peu d'années près, à l'époque de la mort de Kavafis. Donc c'est plutôt Séféris qui se retourne vers Kavafis qu'évidemment l'inverse. Et on peut leur voir un souci commun et très présent de la grécité du côté de Kavafis, dans le souci qu'il avait de la langue, de puiser à toutes les langues, à tous les niveaux de langue depuis l'époque hellénistique jusqu'à Alexandrie du début du siècle. Et du côté de Séféris, c'est plutôt une façon de prendre position. Et ça, on peut dire que c'est l'un des premiers à avoir tenté quelque chose de cette nature en Grèce, c'est-à-dire de se situer lui-même par rapport à une tradition grecque et de se trouver ce qu'il appelait des phares, qui peuvent être, chez les poètes étrangers, ceux dont on a parlé, Dante, Makrianis, Gréco, Valéry, et certains autres. Et du côté grec, les 3 grandes figures qui, comme il disait lui-même, les 3 grands poètes qui n'étaient pas grecs, qui ne savaient pas le grec, ce qui est une façon un peu abusive de parler, mais il veut parler de Kalvos, de Solomos et de Kavafis, qui étaient chacun des poètes bilingues, et chez qui la langue a été une conquête. Dans ce sens-là, et je pense que c'est peut-être ce qui le rapproche le plus de Kavafis, c'est cet effort sur soi-même pour parvenir à une langue qui lui soit propre, qu'il exprime lui, et dans une certaine mesure son pays, sans qu'il s'agisse non plus de conscience nationale, c'est pas du tout la question, mais fabriquer une unité. On sent la poésie de Séféris tendue vers un but, et c'est parfois ce qui peut prêter le flanc chez certaines critiques, en parlant un peu méchamment de poésie d'ambassadeur ou de Saint John Perse, c'est-à-dire il y a une apparence formelle absolument irréprochable, et il manque parfois un peu le détail qui nous la rend proche ou fraternelle ou voisine. Ça, Kavafis le pratique beaucoup plus que lui. Ses atouts sont ailleurs, chez Séféris. Μα τι γυρεύουν οι ψυχές μας ταξιδεύοντας πάνω σε καταστρώματα κατελημμένων καραβιών, στριμωγμένες με γυναίκες κίτρινες και μωρά που κλαίνε, χωρίς να μπορούν να ξεχαστούν ούτε με τα χελιδονόψαρα, ούτε με τα άστρα που δηλώνουν στην άκρη τα κατάρτια. Τριμμένες από τους δίσκους των φωνογράφων, δεμένες άθελα μ' ανύπαρκτα προσκυνήματα, murmurisant spasmenes skepsis από ξένες γλώσσες. Mais que cherchent-elles nos âmes à voyager ainsi sur des ponts de bateaux délabrés, entassés parmi des femmes blêmes et des enfants qui pleurent, que ne peuvent distraire ni les poissons volants ni les étoiles que les mâts désignent de leur pointe, usés par les disques des phonographes, liés sans le vouloir à d'inopérants pèlerinages, murmurant en langues étrangères des miettes de pensée. Mais que cherchent-elles, nos âmes, à voyager ainsi, de port en port, sur des coques pourries?
déplaçant des pierres éclatées, respirant la fraîcheur des pins plus péniblement chaque jour, nageant tantôt dans les eaux d'une mer et tantôt dans celles d'une autre mer, sans contact, sans homme, dans un pays qui n'est plus le nôtre, ni le vôtre non plus. Nous le savions qu'elles étaient belles, les îles, quelque part près du lieu où nous allons à l'aveuglette, un peu plus bas, un peu plus haut, à une distance infime. Πως ήταν ωραία τα νησιά, κάπου εδώ τριγύρω που ψηλαφούμε, λίγο πιο χαμηλά ή λίγο πιο ψηλά, ένα ελάχιστο διάστημα. Gilles Ortlieb, vous avez choisi un extrait de votre traduction de 6 nuits sur l'Acropole de Séféris. Oui, c'est parce que ça permet de voir un petit peu l'époque où Séféris vivait à Paris, où il avait donc passé 6 ans, comme il était absolument gavé de littérature française, Montaigne, Laforgue, il s'essayait à des traductions, et on retrouve un écho, je trouve, de ces influences françaises dans ces petits passages, et en même temps, ce qui fait sa spécificité en tant que grec. Je suis sorti. Les phares se reflétaient 2 par 2 sur la chaussée humide. Je me suis accoudé sur le parapet qui longe le fleuve. Une aube verte se levait à l'autre bout de la ville. Un homme est apparu sur le pont d'un chaland qui s'est mis à se laver les mains, et j'ai regardé ses mains se frotter l'une contre l'autre comme les pattes d'une mouche. Une bande d'ouvrières est passée toute joyeuse. Elles m'ont pris pour un fêtard Henri Botte et m'ont insulté. Je me suis senti aussi seul que le dernier cyclope d'une Odyssée perdue. Me reviennent quelques phrases et peut-être tout au plus 2 ou 3 gestes. Je me torture. Parfois, enfermé dans ma chambre, je m'épuise à dresser le bilan du passé. Je le vois se dilater comme une boule de cristal qu'il faut fixer pendant des heures et des heures avant de pouvoir distinguer quelque chose. Tout entier livré à une folle douleur demeurée là-bas, dans cette ville lointaine, comme un amputé que sa jambe manquante fait souffrir. Une graine qui revient dans son pays, c'est pour y germer. Un grec qui revient dans son pays, c'est pour y blasphémer. Grèce, je t'ai tenu tout contre moi, mais tu me fais rager. Et tous ceux qui croyaient comme moi aux racines et au retour, je les vois s'altérer presque chimiquement, jour après jour. L'un n'a pas été loin désespéré. Il s'est enfui et il continuera à fuir sa vie durant. Un autre amuse les dames en leur débitant des phrases qu'il aurait abhorrées autrefois. Il a été nommé ministre hier. Un troisième se compare à la fausse cariatide de l'Érectéion, réplique en terre d'une vie dont l'original serait resté à l'étranger. Et combien d'autres encore. Nous sommes l'équipage d'une goélette, et là je trouve qu'on retrouve un peu presque le ton du poète. Nous sommes l'équipage d'une goélette qui navigue à sec de voile depuis tant d'années. Nous sommes affamés. Certains perdent la raison, d'autres mettent fin à leur jour ou se ferment comme des huîtres. Parfois, l'un d'entre nous grimpe au sommet du mât et on croit l'entendre crier qu'il y a de belles plages en vue et des terres encore inconnues. Nous les voyons, puis il redescend parmi nous et c'est le seul à déclarer qu'il n'y a que des rochers, du marbre et de l'eau saumâtre. Alors de colère, nous le jetons à la mer. Nous avons tant détruit. Nous pouvons nous compter. Nous sommes autant de ruines. Bonne nuit. Dans son journal, nombreux sont les passages où il dit des choses qui peuvent paraître très simples, mais qui sont très bouleversantes, c'est-à-dire lever ce matin, suis allé couper du bois, pris un bain, etc. Et on sent que c'est une chose extrêmement importante pour lui de se retrouver, si on peut dire, dans l'ordre, dans le bel ordre du monde. Mais par rapport à un désordre quand même qui est très prenant dans sa poésie aussi. Je veux dire, c'est un monde aussi complètement cassé, c'est un monde aussi de l'exil, c'est un monde du drame, de la mort. Mais tout cela se résout peut-être dans une célébration justement d'une harmonie supérieure. Et en ce sens, est-ce qu'on pourrait parler d'une métaphysique de Séféris ou non? Yanis Mavroïdakos. Peut-être ici, comme par rapport à l'élévation, disons, de Séféris, peut-être serait bien de parler d'un passage de son journal au moment où il préparait à l'île de Port son poème Grive, qui était la fin d'un certain cycle de poèmes, je pense, des années 30 jusqu'à 46. À un moment donné, il n'est pas content des résultats de son poème. Il dit « Je laisse mes feuilles sur ma table de travail
et il va se promener et couper du bois à la montagne. Et là, il dit qu'il s'est souvenu d'une leçon d'un grand maître des haikai, comment on prononce ça, japonais, donné à ses élèves, en disant, voilà, quand vous avez à faire un haïku où on dit une petite libellule, ôtez-lui des ailes, petit poivrier, il faut dire plutôt un petit poivrier, mettez-lui des ailes, libellule. Et il dit que cette leçon donc du grand maître d'haïku a fait élever les êtres. Il est rentré, il a repris ses papiers et son poème, il a renversé un peu ses vers et le poème était superbe. Georges Séféris, 1900-1971. Un vieillard sur le bord du fleuve. Il faut pourtant considérer comment nous avançons. Sentir ne suffit pas, ni penser, ni bouger, ni exposer son corps aux vieilles meurtrières quand l'huile bouillante et le plomb fondu creusent les murs de leur coulée. Il faut pourtant considérer vers quoi nous avançons. Non pas comme le veulent notre douleur, nos enfants affamés, ni le gouffre de l'appel des compagnons de l'autre rive, ni comme le chuchote la veilleuse couleur d'encre d'un hôpital de fortune. Je ne demande rien d'autre que de parler simplement, que cette grâce me soit accordée. Notre chant, nous l'avons surchargé de tant de musique qu'il s'est englouti peu à peu, et nous avons tellement enjolivé notre art que son visage s'est noyé dans les dorures. Et il est temps de dire les quelques paroles que nous avons à dire. Demain, notre âme hisse la voile. Si la souffrance est humaine, nous ne sommes pas hommes pour souffrir seulement. Et c'est pourquoi ces derniers jours, je pense tellement au grand fleuve, à cette signification qui avance parmi les plantes et les herbes, les animaux qui paissent et qui se désaltèrent, les hommes qui sèment et qui moissonnent parmi les grands tombeaux et les petites maisons des morts. Ce courant qui suit sa route et n'est pas tellement différent du sang des hommes, ni des yeux des hommes lorsqu'ils regardent au loin sans éprouver de crainte dans le fond de leur cœur, sans cette angoisse journalière pour les petites choses, ni même pour les grandes, quand ils regardent au loin, comme le marcheur, dont la coutume est de se guider sur les étoiles, et non comme nous, l'autre jour, qui regardions derrière la grille le jardin clos de la maison arabe endormie, le frais petit jardin changé de forme, grandir et s'amenuiser, changeant nous aussi, tandis que nous regardions la forme de notre désir et celle de notre cœur en plein midi, nous, pattes patientes d'un univers qui nous repousse et nous façonne, prisonniers des filets chatoyants d'une vie qui fut juste et qui devint cendre et s'engloutit dans les sables, ne laissant plus derrière elle que l'indéfinissable, le vertigineux balancement d'un très haut palmier. Le Caire, 20 juin 1942. Une vie, une œuvre, Georges Séféris, une émission de Christian Giudicelli, avec la participation de Yanis Mavroïdakos, libraire, éditeur, directeur de la revue Desmos, Yanis Stovas, diplomate à l'ambassade de Grèce à Paris, Michel Volkovitch, écrivain et traducteur, Gilles Ortlieb, écrivain et traducteur.